Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog de la transmission d'entreprise. Je vous livre maintenant mon expérience concernant les 10 étapes de la transmission d'entreprise. Appelons-les les 10 commandements. Premier point, la décision de vendre. La décision se prend souvent tout d'un coup, après avoir éludé la question pendant des années. Et alors que cette décision en fait mérite réflexion et préparation. Car après la cession, quel projet de vie? Il faut donc traiter, bien avant le déclenchement du processus de cession, tous les aspects, c'est-à-dire patrimoniaux et donc successoraux, concernant tous les membres de la famille, les aspects fiscaux, quel va être le traitement de la plus-value professionnelle, y a-t-il prise de retraite ou activité au-delà, qui conduit en général plutôt à une holding, et enfin optimisation de l'activité même de la société, sur le plan commercial, des investissements, de la gestion, et donc tout ce qui va concourir à sa valorisation. Deuxième point, la préparation de la vente. L'expert comptable connaît bien les comptes, mais ce sont ceux du passé. Or, préparer une cession d'entreprise, c'est tout sauf vendre le passé. Le repreneur, lui, va faire un tri entre ces opportunités d'acquisition et donc essentiellement les regarder en termes de potentiel de croissance. S'il y a croissance, il y aura alors peut-être pour lui croissance du résultat et donc capacité de remboursement accrue et donc surtout meilleure valorisation à la sortie. Troisième point, le dossier de présentation. Il doit être tout sauf standard, linéaire, statique et tourné vers le passé et en fait s'arrêtant au présent. Un bon dossier de présentation doit se présenter comme un projet de développement stratégique, avec plusieurs scénarios d'avenir, chacun faisant l'objet d'un business plan. C'est au repreneur de se sentir attiré plutôt par l'un d'entre eux, compte tenu de ses talents et de ses expériences accumulées. Quatrième point, le choix du repreneur. Il doit se faire en fait en deux temps. D'abord une présélection de candidats, en général à sous-traiter, gain de temps, confidentialité préservée, et donc le sélectionneur doit absolument exiger des candidats des preuves de capacité financière et d'expérience professionnelle similaires. Ensuite, dans le deuxième temps, le cédant reçoit les 3 candidats sélectionnés, et c'est alors une question de fit personnel réciproque entre le cédant et le repreneur. Cinquième point, la négociation du cédant. Le cédant, malheureusement, très souvent s'obnubile sur le prix de cession et s'imagine pouvoir partir avec son pactole et voire même toucher encore une dernière fois les dividendes. Non, c'est pas la bonne solution. Le repreneur, lui, est intéressé par le rachat de la façon la plus importante possible de cash et donc de trésorerie afin de faciliter son financement par un meilleur apport en fonds propres. Et bien sûr, selon les risques appréciés par lui, la garantie de la garantie sera plus ou moins forte. Sixième point, la négociation du repreneur. Les points faibles permettant de négocier sont fréquemment les suivants. Premièrement, la trop forte concentration du portefeuille de clients. Deuxièmement, la non-récurrence de certaines commandes. Et troisièmement, la trop forte concentration des compétences clés, qu'elles soient commerciales ou techniques, sur une ou deux têtes dans l'entreprise, et dont souvent d'ailleurs le cédant. Donc le repreneur tentera également de proposer une clause d'earn-out, c'est-à-dire un paiement en fonction de l'atteinte des objectifs étalés dans le temps, et objectif que s'est d'ailleurs fixé le repreneur lui-même. C'est une formule dangereuse pour le cédant, nous y reviendrons. Septième point, la demande de financement. La traditionnelle règle de l'effet de levier 50-50, c'est-à-dire moitié capitaux propres apportés et moitié emprunts, n'est plus réaliste de nos jours. C'est plutôt 60 en apport et 40 financés. Quant à l'immobilier, sauf cas exceptionnel d'emplacement, il vaut mieux se satisfaire d'une SCI, avec un loyer raisonnable, c'est-à-dire aux conditions du marché. Cela limite le montant des emprunts pour le repreneur. Huitième point, la négociation finale. Dernier round de négociation, à partir de la énième et dernière version du protocole d'accord, soyez-y prêts. C'est-à-dire ne rien lâcher sur le fond, mais juste accepter des aménagements relativement mineurs. C'est exemple des dates décalées d'un mois, une durée d'accompagnement modifiée, la garantie de la garantie, c'est quelque chose que vous retrouverez de toute façon, s'il n'y a pas de problème. Normalement, les ajustements ont dû être anticipés par l'intermédiaire des 2 avocats, qui doivent vérifier tous les points d'accord avant la négociation finale. Une bonne relation directe entre les 2 avocats est bien meilleure que tout travail effectué entre les 2 conseils, vendeurs et repreneurs.
Neuvième point, le conseil en gestion de patrimoine. Cette relation est en fait à initier tout au début, au moment de votre décision de vente. En effet, cela va permettre de préciser les dispositions successorales, donations éventuelles à faire, bien avant, c'est-à-dire plusieurs mois avant la date du protocole d'accord, ceci afin de pouvoir disposer des avantages fiscaux. Veillez également aux dispositions concernant la plus-value professionnelle, on l'a vu, départ en retraite ou bien constitution d'une holding familiale qui permettra un report d'imposition. Enfin, dixième et dernier point, la signature. Le psychodrame a souvent lieu le jour de la signature. Un ou deux chiffres changent et ça y est, tout tombe par terre. Attention donc à la conformité et l'intégrité des actes juridiques et des pouvoirs de signature. C'est clairement le rôle des avocats des deux parties, qui doivent impérativement s'être concertés auparavant. Incontournable si vous voulez que tout se déroule bien et que le champagne puisse enfin couler. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog de la transmission d'entreprise.